Bonjour à tous, aujourd'hui on est en direct de Monaco. On a rendez-vous avec la deuxième joueuse transgenre du championnat français. Je m'installe tranquillement. Elle, c'est Julie Tétart, deuxième joueuse transgenre du championnat français, évoluant à Monaco Basket en Ligue 2 féminine, meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse du championnat. Je vide mon sac, j'ouvre la grille, je sors les ballons. Après, je vais vite fait au vestiaire poser mon sac. Et après, je m'échauffe pendant une bonne demi-heure. T'as une routine habituelle ou... Ouais, j'ai une routine habituelle, souvent pistolet ou rouleau. Ça dépend un peu du degré de douleur de la semaine. Ok. Et après, étirement statique, dynamique. Et puis après, il est l'heure de commencer l'entraînement collectif. L'entraînement commence par un petit échauffement dynamique. Et ensuite, on monte en intensité avec du jeu. Donc bonjour Maud. Bonjour. Elle, c'est Maud Stervinou. On va l'écouter juste avant Julie. Merci de me recevoir. Tout d'abord, on va parler de toi. J'ai vu un peu tes stats. J'ai vu que tu étais 5e meilleure marqueuse cette année au championnat LF2. Qu'est-ce que ça fait? Écoute, c'était un peu un objectif personnel d'être dans les meilleures scoreuses de la division. C'est vrai que c'est un retour pour moi en Ligue 2, donc j'avais à cœur d'apporter à la fois mon expérience de cette division et aussi un petit peu le recul que j'ai pu prendre depuis que je suis passée par la Ligue féminine. Donc aujourd'hui, j'espère être dans les standards que le club attend de moi et je vais essayer de continuer à être dans cette lancée-là pour la deuxième partie de saison. Et quelle est la difficulté comme ça de switcher de poste par rapport à l'autre poste où tu as été formé et de découvrir un nouveau poste? Honnêtement, le poste de meneur de jeu, il est complexe parce que c'est vrai qu'on se dit qu'à la fois il faut être un bon leader, il faut avoir la lucidité nécessaire aussi pour annoncer les bons systèmes au bon moment. Il faut forcément un peu une tenue de balle, ce genre de choses. Et encore une fois, je suis épaulée vraiment par le coach pendant les matchs qui des fois fait le relais justement d'annoncer les bons systèmes parce que aujourd'hui j'ai quand même un volume de jeu qui est important aussi, donc forcément la lucidité peut être impactée, mais la difficulté elle est tout simplement d'apprendre à l'idée et à avoir une clairvoyance qui est différente par rapport au profil de joueuse que moi j'étais auparavant, où j'étais beaucoup dans le scoring, mais il n'y a pas toute cette montée de balle, la réflexion qui doit y avoir autour du profil justement d'un Oui, c'est ça, la gestion de tempo, temps fort, temps faible, etc. D'où, comme tu l'as mentionné, l'aide du coach qui peut être très important dans ces cas-là. J'ai une autre question, du coup, on va basculer un peu sur Julie. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec Julie Tétart cette année?
Bah écoute, c'est très appréciable parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, comment elle est Julie comme coéquipière, et c'est une fille qui est très engagée, qui est déterminée, qui a la volonté de progresser. Moi, c'est des personnes, voilà, un profil de personne avec lequel j'aime être entourée parce que pour moi, ça peut faire qu'avancer un groupe. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a envie aussi de bien faire les choses, qui moi me demande aussi quelquefois des conseils. On forme aujourd'hui un bon duo et même j'inclurai les autres filles évidemment, mais c'est vrai que jouer avec Julie, moi, je le redis, j'ai un volume de shoot aussi qui est important, donc c'est toujours appréciable d'avoir Julie qui est au rebond offensif. C'est ça, exactement, ça aide beaucoup. On se pose moins de questions. J'ai une autre question pour toi. Quelle est ta joueuse préférée? Pour être totalement transparent avec toi, je regarde peu de basket féminin. Ah, t'es plus... c'est bien, parce que souvent, les joueurs féminines veulent accentuer. Ah non, moi, je regarde que féminine. Donc, ton honnêteté me fait plaisir. Et du coup, chez les hommes, c'est qui que tu préfères? Alors, évidemment, j'ai un penchant pour Mike James à Monaco, mais c'est un petit peu la réponse attendue. Il y a un joueur que j'affectue particulièrement, c'est Sacha Vezenkov, que je trouve impressionnant. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect statistique, c'est un joueur qui a montré qu'il était capable de marquer entre 40 et 50 points quelquefois en Euroleague en posant entre 4 et 5 dribbles. C'est un joueur que je trouve à la fois très inspirant et impressionnant à regarder. Et moi aussi, j'aime bien ce type de joueurs vraiment qui ont un très fort QI, qui savent faire ce qu'il faut, là où il faut, à quel moment, sans faire de gestes superflus, etc., notamment avec les dribbles. Merci pour cet entretien et je te souhaite une bonne continuation pour la saison. Merci à toi et à bientôt. Merci. Bon, maintenant, on reçoit Julie. Alors, cet entraînement s'est bien passé? Écoute, nickel, hein, on se prépare bien. C'est un gros match qui nous attend samedi, donc c'est une grosse revanche. Comme je t'ai pu te dire au début, on a fait un non-match clairement, donc on a une revanche individuelle et perso à prendre sur ce match. Ok, on va revenir un peu sur ton parcours, même si on en a discuté en voix off. Donc toi, tu m'as dit que tu avais commencé le basket à 5 ans, c'est bien ça? C'est ça, j'ai commencé le basket à 5 ans, en baby basket. Donc du coup, j'ai commencé à apprendre à courir plutôt qu'à jouer au basket. J'ai un coach qui aujourd'hui malheureusement est décédé, qui m'a dit une fois que tu sauras courir, le basket ça sera beaucoup plus facile. Et en effet, quand tu sais courir en basket, c'est beaucoup plus facile. Et tu as joué combien de temps du coup avant ta transition? J'ai joué 24 ans, jusqu'à mes 29-30 ans plus ou moins. D'accord. Donc j'ai commencé en baby basket, après j'ai fait tout ce qui était région, donc minime région, benjamin région et cadet région. Je pouvais aller à mes 12 ans, tout ce qui est centre de formation, pôle espoir, tout ce qui s'ensuit. J'ai toujours refusé, je pouvais aussi également faire les équipes, à l'époque ça s'appelait cadet France, minime France. C'est pareil, j'ai refusé aussi, c'était un choix personnel. Du fait que j'ai su très jeune que j'étais une femme trans, je voulais pas faire du basket à haut niveau masculin pour pas que ça interagisse sur mon basket féminin. Parce qu'à l'époque, je me suis dit, je vais faire ma transition, je vais jouer au basket. Bon, finalement, après, je me suis dit, finalement, je vais plus jouer au basket parce qu'être une femme trans dans le sport à haut niveau, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais à l'époque, j'avais ce raisonnement de je ferai ma transition, donc du coup, je vais rejouer au basket et je veux pas qu'on dise que je sois forte parce qu'avant, j'avais fait telle et telle chose en étant dans le basket masculin. Surtout que, comme tu l'as dit, tu as joué jusqu'à tes 29 ans. Ton transition à quel âge? 29-30 ans. En fait, j'ai lancé ma saison et dans la foulée, 2 mois après, j'ai annoncé mon CO parce que j'en pouvais plus. Très bien, ça marche. Surtout, comme tu l'as dit, que tu voulais pas que ta transition soit prise par prétexte avant ta carrière qui a débuté. Comme tu l'as dit, tu as pris 30 ans. Là, aujourd'hui, tu as 33 ans, donc vraiment, ça veut dire que ta transition n'a rien à voir avec, entre guillemets, ta carrière sportive, parce que tu te diriges plus vers la fin que vers le début. Donc, c'est vraiment pas un argument pour certains qui disent que non, tu as fait exprès de faire cette transition pour jouer avec les filles, alors que tu ne vas pas jouer aussi longtemps que ça. Clairement. Déjà, comme tu le dis, j'ai 33 ans. Si je peux jouer encore 10 ans, je touche tout ce que je peux. Ce serait le bout du monde et c'est un peu ce que je vise. C'est pour ça que je fais énormément attention à mon corps, les blessures, tout ce qui s'ensuit. Mais je sais que je ne pourrais pas jouer plus que 10 ans et encore. Vraiment, et encore. Et après, non, je ne fais pas une transition de base. Quand j'ai fait ma transition, j'ai annoncé à tout le monde, voilà, je fais mon CO. Pour moi, le basket, c'était fini. Dans ma tête, c'était clairement, je n'allais plus jouer au basket, même en amateur. Sauf que le cuir, le basket, quand c'est ta passion, quand c'est ta vie, quand ça t'a accompagné toute ta vie, ça m'a notamment aidé beaucoup dans ma jeunesse par rapport à ma transidentité. L'appel du basket, il revient. Il revient, c'est l'amour. Non, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué chez toi. Tu es quelqu'un de très passionné. Donc même, je vois avec tes coéquipières, tu t'intègres assez facilement. Aussi, quand tu dis que tu as eu l'amour du basket, ça se ressent parce que il faut savoir que, pour les gens qui ne savent pas, c'est que ton traitement, c'est à vie. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire que ça n'a strictement rien à voir. Le basket, c'est même limite secondaire parce que même quand tu arrêteras le basket, tu continueras ton entraînement. Et surtout, comme je le répète encore, tu as fait cette transition assez tard. Donc, le basket, à un moment donné, je pense qu'il faut le mettre de côté parce que j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs qui ont essayé de lier ta transition avec le basket alors que ça n'a strictement rien à voir, tant au niveau de la temporalité et au niveau de la durée de vie. C'est exactement ça, mon traitement, comme tu le dis. Dans 10 ans,
on va partir que je joue encore 10 ans. C'est ça. Dans 10 ans, j'arrête le basket. Et ben dans 10 ans et un jour, je continuerai mon traitement. Et ça, c'est ad vitam aeternam. C'est ça. C'est quelque chose, ma transidentité, ma transition, c'est quelque chose qui est en moi, qui est à vie. Le basket, alors peut-être que je continuerai le basket, mais en amateur, en loisir, sur deux choses, parce que quand t'es mordu de basket, c'est compliqué d'arrêter du jour au lendemain. Je pense même qu'il y a de fortes chances que je joue en amateur sur deux choses, parce que je suis mordu de basket, mais ça en restera là. C'est-à-dire que ma transition sera toujours, ma transidentité sera toujours présente. C'est ça. Après, moi, j'ai tenu à te rencontrer justement par rapport à ça, parce que étant moi-même aussi basket, mais juste basket amateur, pour moi le sport en général, l'objectif du sport de base, même si aujourd'hui ça a été détourné avec les enjeux économiques, la politique, etc., c'est tout le monde peut jouer au sport, peu importe tes horizons, que tu viennes du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de ton genre ou pas. C'est ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre l'accent dessus, parce que les valeurs du sport se perdent un peu pour moi. Au niveau de justement de tout ce qui est formalité, etc., t'as pas eu de problème pour directement jouer avec une équipe féminine? Alors si tu veux, quand j'ai refait ma licence, quand j'ai décidé de reprendre le basket, donc à l'été des JO, là il y a 2 ans maintenant, j'avais une licence du coup étrangère. Parce que forcément la FFBB ne me connaissait pas sous ma nouvelle identité. Ah oui. Elle ne me connaissait pas en tant que Julie Tétard. Du coup, quand j'ai fait ma licence, j'avais une licence étrangère. Donc je ne pouvais pas jouer au niveau national. Je pouvais m'arrêter jusqu'en prénat. Au-dessus, je ne pouvais pas. Et du coup, il a fallu que je justifie que j'avais bien 3 ou 5 ans d'ancienneté de licence dans le basket à la FFBB. Donc j'ai dû fournir mon dead name et tout ce qui s'ensuit à la FFBB, qu'ils ont retrouvé. Ils ont dit ok, c'est bon, la personne a bien tant d'années de licence, donc on bascule la licence en verte, et du coup c'est bon, je suis française, je peux jouer avec les filles à tout niveau, aussi bien national que régional. Ok, très bien. On va parler maintenant sur l'aspect basket. Du coup, cette saison, comment elle se passe? Tu es aujourd'hui la meilleure scoreuse et la meilleure rebondeuse. Tout se passe bien pour toi sur le plan de vue statistique. L'équipe aussi tourne bien, même si vous avez eu un début de saison compliqué. Comme tu l'as dit et Maud l'a répété, il y a eu beaucoup de changements. 7 nouveaux joueuses, nouveau staff. Aujourd'hui, vous êtes 5e. Est-ce qu'il y a des objectifs élevés pour ça? Oui, alors cette saison, collectivement, on a commencé un peu en dents de scie, des victoires, des défaites, mais des défaites assez frustrantes. C'est même pas des défaites où, à part une, dont Montbrison qui arrive ce week-end, que je te parlais juste avant, où c'est une grosse revanche parce que là on prend 20 points et il n'y a rien à dire, on n'a pas joué et basta. Collectivement, depuis mi-novembre, ça va de mieux en mieux. En fait, c'était simplement le temps que, comme on dit, la mayonnaise prenne, avec, comme tu viens de le dire, 7 nouvelles joueuses à tout poste, de nouveaux coachs qui sont grecs. Donc même si le basket reste le basket, il y a comme une vision de jeu qui est un petit peu différente entre les pays, etc. Donc il fallait le temps que tout ça s'adapte, que tout le monde matche avec tout le monde. Et là, depuis la mi-novembre, on voit qu'on est sur une bonne dynamique collectivement. Ça c'est bien. Après, individuellement, oui, pas cacher que je suis quand même contente de faire cette saison-là. Mais pour moi, c'est le résultat depuis l'année dernière. C'est pas que de cette année où le travail est là, c'est depuis l'année dernière où je travaille sans relâche. Je me suis entraîné individuellement aussi bien en cardio, en muscu, en basket, parce que le poste 5, c'est un poste que je découvre. Ça fait que 18 mois que je le pratique. Donc 18 mois, c'est très peu finalement par rapport à quand je joue contre d'autres intérieurs qui sont intérieurs de métier en fait. Elles ont été formées depuis toute petite ou presque. Donc du coup, j'essaye de rattraper ce retard que je rattraperai jamais. Mais j'essaye de combler, on va dire, plutôt les lacunes que je peux avoir au move, à la lecture de jeu, à la vision de jeu, au QI basket en tant que poste 5, parce que c'est pas forcément c'est pas pareil. Pour t'avoir un peu regardé, et même on en parlait avec Maud, tes stats sont aussi valorisés. Tu essayes de faire pas de gestes superflus, notamment au rebond. Tu prends pas des shoots n'importe où, n'importe comment. Justement, c'est ça qui valorise aussi ton évaluation comparé à d'autres joueuses qui peuvent alterner intérieur, extérieur, etc. Et donc, ça fait baisser l'évaluation. J'ai un basket, au fait, qui est très traditionnel. Et c'est un choix de ma part. J'aime bien le basket, on va dire, old school. Pas forcément avec ce qu'on appelle les gris-gris, ce genre de choses, etc. Bon, j'aime bien le voir de temps en temps, mais le pratiquer, moi, non. Le basket essentiel, on m'a toujours dit, tu prends le ballon, tu le mets dans le panier, et c'est pas plus compliqué que ça. J'essaye d'appliquer ce qu'on m'a toujours appris, et voilà. Est-ce que pour toi, l'équipe de France, tu as y pensé ou pas du tout pour l'instant? Forcément, c'est quelque chose, je suis très fier d'être française, je suis très patriote et tout ce qui s'ensuit, et je pense que
Au-delà de ça, c'est quand tu es sportif ou sportif de haut niveau, ou même sportif tout court, si demain on t'appelle dans n'importe quel sport, foot, basket, hand, judo, n'importe quoi, on te dit viens te sélectionner en équipe de France ou partenaire d'entraînement sur des choses, et évidemment que j'irai avec grand plaisir, même si je sais que derrière il y aurait énormément de messages, de commentaires, de tout ce qui s'ensuit. Justifié, pas justifié, de la haine, de l'amour, il y aurait de tout. Mais je sais que derrière, il y aurait énormément de choses qui en découleraient. Mais franchement, pour le coup, j'irais les yeux fermés parce que ce serait une expérience énorme à vivre que de vivre ne serait-ce qu'une semaine de camp d'entraînement avec Bien sûr, l'équipe c'est de quelque France. chose de, comme tu as dit, c'est le rêve de tout sportif pour représenter sa nation. Puis niveau expérience, tu apprendrais tellement de choses, humainement, sportivement, etc. Moi, c'est surtout ça que je recherche, c'est toujours apprendre et me perfectionner. Donc, quoi de mieux, quoi. J'ai aussi remarqué avec toi, j'ai l'impression que tu es très compréhensif de certains commentaires négatifs à ton égard, que certains qui disent, je parle des commentaires constructive. Donc par exemple ceux qui disent c'est plus facile parce qu'elle a eu l'expérience homme, elle est passée chez la femme due à la différence physique. Et j'ai l'impression que toi, malgré qu'il y ait beaucoup de mauvais commentaires, beaucoup de haine, tu es très compréhensif et tu essayes de comprendre justement ce type de commentaires-là. C'est ça en fait, j'essaie de me mettre un peu à la place de tout le monde. Quand c'est des personnes qui viennent m'aborder sur mon Instagram principalement ou n'importe où, qui essayent de comprendre au fait, parce que la transidentité c'est quelque chose qui existe depuis toujours, mais qui est quand même nouveau, dans le sens où ça fait quand même que très peu d'années où on en parle vraiment à la télé, etc. Avant c'était très tabou, les gens parlaient de transsexuels et pas de transgenres, et donc tout était mélangé, tout était amalgame, et surtout quand on était une femme transgenre, on était surtout malheureusement prostituée ou ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a des femmes transgenres qui sont mères, qui sont dans des postes à haut niveau à responsabilité, dans la politique ou dans l'ingénierie, et maintenant dans le sport aussi. Sauf que vu que c'est nouveau, on a du mal à comprendre, à connaître. Il y a des études qui sont sorties, mais forcément, il n'y en a pas non plus 50 000, parce que on n'est pas 50 000 athlètes à être sportifs de haut niveau. Donc du coup, ça commence à se faire. Les gens, quand tu leur expliques, que tu leur expliques ton ressenti, ce que le traitement fait sur ton corps, ce que le traitement fait au quotidien, ce qu'une transition, parce qu'il n'y a pas que le traitement, il y a aussi tout ce qui est opération, il y a aussi la pression sociale, il y a tout ce qui va à côté du traitement, qui fait que les gens comprennent. Et finalement, ils se disent, il y a du travail, il n'y a pas que le côté, c'était un garçon, elle avait l'apparence d'un garçon avant, et maintenant, c'est une fille, et du coup, c'est plus facile. Parce que c'est absolument pas le cas pour le coup. Comme tu as dit, ça tombe bien, je rebondis dessus. Surtout, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très nouveau, le transgenre. En fait, ce qui se pose concrètement, disons-nous, les choses, c'est si tu ne peux pas jouer avec les femmes, ça veut dire que tu ne peux pas jouer au basket, tout simplement. Donc, ça veut dire les personnes transgenres comme toi, ils sont mis de côté entre guillemets au placard du sport. C'est ça la réalité. C'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, sur la carte d'identité, je suis une femme. Par l'État français, je suis reconnue comme femme, donc j'ai fait tout un processus, la mairie, le tribunal, justifier des papiers, des opérations, le médical et tout ce qui s'ensuit. Mais du coup, si demain, je ne peux plus jouer avec les filles, déjà, on va se poser la question des vestiaires. Déjà, c'est un peu compliqué de partager un vestiaire avec des équipes garçons, ou ne serait-ce que même mixtes, comme on peut l'entendre, ce serait quand même compliqué. Si demain, je devrais jouer avec les garçons, mais clairement, je ne peux plus jouer avec des garçons. Je parle au-delà du physique, de l'aspect féminin-masculin. Je parle vraiment de la vitesse, de la force, de la puissance et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai plus du tout cette force, cette puissance, cette vitesse masculine. Donc demain, je vais jouer avec des garçons. Même si je jouerais en département, je ne tiendrais pas la route. Je serais à la rue physiquement. Et le basket, c'est du physique, c'est du physique, tout ce qui s'ensuit. Donc impossible. Créer une catégorie trans, parce que tout le monde dit c'est la solution. On est 2 actuellement en France, et on sera jamais plus de grand, peut-être 5-6 un jour, mais on ne sera jamais une centaine pour pouvoir faire ne serait-ce que 5 équipes ou 10 équipes à travers toute la France. Donc c'est impossible de créer sur les choses. Donc oui, si demain on me dit tu peux plus jouer au basket avec les filles, en fait je peux plus jouer du tout au basket. Tu peux plus jouer, exactement, c'est ça que vous l'envie. Et je rebondis sur ça parce que ce qu'on me reproche beaucoup, c'est mon physique. C'est mon physique parce que j'ai un physique musclé, tout ce qui s'ensuit. Alors j'ai un physique musclé parce que je l'entretiens, tu verras après ce que je mange, comment je m'entraîne, etc. Mais on est au basket. Alors j'adore le basket, c'est un sport quand même physique, il y a du contact et tout ce qui s'ensuit. Le sport, je le défendrai toute ma vie. Mais pourquoi au rugby, qui est un sport beaucoup plus physique, il faut dire ce qui est, le rugby, il y a beaucoup plus de contact. Bien sûr, le contact dur. Et encourager, autoriser le contact là-bas. C'est ça, et les femmes trans, nous sommes autorisées à jouer au rugby.
c'est inscrit dans le règlement. Okay. Pourquoi dans ce cas-là, et là-bas, il n'y a pas de polémique en disant demain, j'arrête le basket, je vais au rugby, il n'y a pas de souci. Alors que c'est un sport qui est encore plus violent. C'est ça. Donc du coup, eux se rendent compte que non, il n'y a pas plus d'avantages physiques, il n'y a pas plus de dureté. De toute façon, ça se voit bien sur les matchs. Je prends des coups de tous les côtés. Du coup, au niveau de la ligue, au niveau de tes adversaires, tu as été bien accueilli, il n'y a pas eu de soucis, etc. à ce niveau-là? Non, honnêtement, ça se passe très bien sur les terrains. J'ai beaucoup de filles contre qui je joue qui viennent soit directement, soit en passant par mes coéquipières. Par exemple, dans des stades où ça s'est un petit peu mal passé, qui viennent s'excuser en disant voilà, nous on n'est pas là pour ça, nous on veut jouer contre toi, on veut jouer basket, on veut toujours, c'est toujours intéressant de jouer contre plus fort que soi, hein, c'est comme ça qu'on progresse. Donc pour les filles, non. Après, forcément, quand tu es sur le terrain, il y a plus de frustration, ce genre de choses, parce que Oui, tu gagnes, sûr, tu perds, ça va avec. C'est normal, c'est une réaction tout à fait normale. Mais une fois que le coup de sifflet est fini, tout se passe bien. Il n'y a vraiment pas de souci. On revient du coup au niveau du jeu. Tu m'as dit que tu aimais bien tout ce qui était old school, etc. Jouer old school, c'est qui ton joueur préféré? En fait, j'ai pas vraiment de joueur préféré. J'aime bien Kobe pour sa mentalité. Vraiment sa mentalité de travail, etc. J'aime beaucoup. J'aime, rien à voir, mais j'aime beaucoup Rodman pour sa combativité, aller chercher des rebonds de tous les côtés. Et puis, tu vois, t'es un peu hargneux sur le terrain, mais alors, des fois, la limite, même un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais ça reste du basket old school, exactement. En fait. Et après, qui n'aime pas Jordan, forcément, pour sa créativité. En fait, tu vois, j'aime bien plusieurs joueurs. Et après, un joueur que j'aime beaucoup, c'est Tim Duncan. Pour un peu moins le school, mais pour le côté fondamental. Je savais que t'allais dire ça. Je regarde beaucoup de ses vidéos pour justement apprendre, alors même s'il jouait plus 4 que 5, mais je regardais beaucoup de ses vidéos pour apprendre justement à faire les passes quand t'es au poste bas, la bonne passe au bon moment, etc. pour essayer de m'améliorer le plus possible. Oui, parce que c'est toute une science, hein, le poste bas. Les gens, ils pensent... Mais clairement les gens, ils pensent, en plus, comme tu l'as mentionné, que tu joues de façon old school, en plus, j'ai vu que tu shootes pratiquement pas du tout à 3 points, t'es vraiment à l'intérieur. Donc il y a tout un travail de déplacement à faire, de lecture de jeu, prise de rebond, ressortir, etc. Et ça fait du bien surtout qu'une personne comme ça joue, et surtout dans le championnat féminin où souvent ces aspects-là techniques ne sont pas mis en valeur. Donc c'est très très bien. Du coup en plus tu m'as dit que le programme n'est pas fini. Du coup là qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on va rentrer, on va manger parce qu'il fait faim. C'est ça, exactement. Il est 13h15 précisément, il fait faim. C'est ça. Donc on va se faire un bon vieux poulet riz à l'ancienne comme il faut. Et après on va aller faire une petite muscu, une petite séance de dos sûrement. Et puis après on verra. Peut-être se balader un peu à Monaco en fonction de l'heure qu'il est, tout ça. Parfait, je te suis alors. Et du coup, là, tu manges quoi? La même chose que tous les midis. Un bon vieux poulet basmati. Riz basmati, pardon. Poulet, avocat, légumes. Et après, c'est juste les épices qui changent. T'as un nombre de calories que tu dois prendre chaque jour ou pas? Ouais. J'ai calculé par rapport à ma taille, mon poids, par rapport à tout les objectifs que je vais atteindre. Pour avoir un physique plutôt sec. Parce que j'aime bien avoir un physique sec où j'ai l'aspect un peu veineuse, l'aspect où les muscles sont un peu saillants. Donc, mais je sais que j'aurai jamais le physique que je veux atteindre parce que le basket reste prioritaire. Et si je veux atteindre ce physique-là, je serai trop fatigué pour le basket. Je serai très basse en calories. Et c'est pas le but du tout par rapport au basket. Donc là, je tourne aux alentours des 2000-2400 calories jour, ce qui en soi est pas non plus exceptionnel par rapport à ma taille, par rapport à mon activité physique aussi. Bien sûr. Le basket, ça pompe énormément d'énergie, donc il faut recharger correctement. Donc là, il y a 80 grammes de riz, il y a 150 grammes de poulet, les légumes, je pèse jamais parce que c'est des légumes, et un avocat. Ça marche. Et moi, je suis nugget, riz, ketchup, la base, hein. La base. Tranquille. Bon app. Bon app à toi. Julie, la journée se termine. Ouais, ça y est, 17h et quelques, bientôt 18, fin de journée. Enfin, on va pouvoir se poser un petit peu, prendre soin de son corps. Et puis se détendre devant le match de Monaco. C'est ça, sachant qu'en plus on t'a enlevé un entraînement parce que de base tu dois avoir 2 entraînements. Donc malgré ça, une journée assez chargée.
Là, demain, t'enchaînes, tu m'as dit, avec un entraînement léger. Et après, samedi, game day. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, de base, le jeudi, on est tout le temps en double. Mais là, le but, c'est d'arriver fraîche pour samedi, faire du jus ce matin. C'est ce qui s'est passé. Demain, entraînement chill, tranquille. On voit quelques trucs, quelques petits systèmes. Ça va envoyer un petit peu, mais pas beaucoup. Et samedi, gros go game. Et là, il va falloir tout donner parce que, comme je l'ai dit ce matin, on a une grosse revanche à prendre. Parce qu'un non-Mathieu comme ça arrive une fois, mais faut pas que ça arrive deux fois. Ah, je comprends tout à fait. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. J'ai été super bien accueilli, que ce soit par toi et tes coéquipières. Et j'espère qu'on se reverra. Ah bah, grand plaisir, c'était un plaisir partagé aussi. T'es vraiment quelqu'un de cool. Merci, c'est gentil. Ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Essayons d'être bienveillants dans les commentaires. Julie Tétart est aujourd'hui une femme qui joue au basket à Monaco. Elle est respectée par ses pairs et par ses adversaires. Donc faites preuve de bienveillance. Le monde va assez mal et n'oubliez pas que ce n'est que du basket. On se revoit bientôt pour un épisode de Ça c'est Vlog dans Ça c'est Basket. Ciao. Bref, je suis resté à Monaco pour voir une autre pépite suisse.